cette deuxième heure du Carrefour de l'information avec l'un de nos partenaires, Café Bobel et Euromag, et notre ami Safouane. Bonjour Safouane. Bonjour Tariq. Et je signale que c'est la dernière de la saison déjà. Tout à fait, déjà. Voilà, alors notre invitée de cette semaine est une femme politique française, membre du mouvement démocrate. Elle est élue en 2019 députée européenne ainsi que vice-présidente du groupe parlementaire Renew Europe. Sylvie Brunet, bonjour, vous êtes en direct avec nous. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation et bien sûr, Safouane a préparé quelques questions pour vous. Sylvie Brunet, bonjour. Alors, avant de commencer l'interview, je voudrais revenir sur un détail de votre carrière politique. Sur votre fiche Wikipédia, il est indiqué que vous vous définissez comme centriste, mais avec le cœur à gauche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer le sens de cette formule ? Écoutez, comme beaucoup, je pense, de personnes, quand j'étais jeune, j'étais plutôt rocardienne, proche dans les clubs convaincre avec Rocard. Et j'ai une culture familiale de gauche, c'est vrai. Mes parents sont effectivement au Parti socialiste. Et quand je dis le cœur à gauche, bon, effectivement, j'ai toujours cette envie de plus d'égalité sociale, que les gens soient mieux. Et la politique, pour moi, c'est le sens qu'elle a. C'est rendre la vie des autres meilleure. Après, le temps ayant passé, je suis devenue plus pragmatique. Et vous n'avez pas voulu rejoindre le groupe des Verts ou le groupe de gauche, justement, par le moment européen ? Non, parce que je trouve qu'il y a des positions parfois très, extrémistes ou pas concrètes et qui n'ont pas suffi d'action. Voilà, et qui sont trop théoriques, je cherchais le mot. Et donc, je suis très bien où je suis, et surtout au mouvement démocrate, qui est proche du terrain et qui a ses valeurs humanistes, démocrates, qui pour moi sont si importantes, et européennes. On ferme la parenthèse. Sylvie Brunet, vous êtes membre au Parlement européen de la Commission de l'Emploi et des Affaires sociales, et le 10 février dernier, les députés européens se sont montrés en faveur d'une directive européenne sur un salaire minimum en Europe. Alors pour commencer, pourquoi êtes-vous favorable à l'instauration d'un salaire minimum dans tous les pays de l'Union européenne ? C'est absolument fondamental d'avoir ce cadre européen pour qu'il y ait partout un salaire minimum, parce que on parle souvent de convergence sociale vers le haut, c'est-à-dire que l'Europe, l'Union européenne, ça n'est pas qu'un marché. On ne peut pas avoir un marché uniquement économique si on n'a pas des conditions de mobilité, notamment des personnes, décentes, normales, équilibrées. Et donc, c'est un élément clé de l'Europe sociale, ce salaire minimum, pour qu'on montre l'exemple aussi. Et je dis toujours, on voit que Joe Biden l'avait mis dans son programme, donc même les États-Unis, et on est dans une économie quand même qui marche bien, même s'il y a des crises qu'on vit en ce moment. Il faut qu'on soit payé un salaire minimum décent. Alors à l'heure actuelle, il y a 6 États membres qui n'ont pas de salaire minimum fixé par la loi. C'est l'Autriche, Chypre, l'Italie, le Danemark, la Finlande et la Suède. Sylvie Brunet, que doit faire l'Union européenne pour convaincre ces pays d'instaurer un salaire minimum, sachant que la directive n'est pas vraiment contraignante et que l'Union européenne n'a pas la compétence d'établir des salaires en Europe, puisque c'est les États membres qui le font. Oui, alors certains de ces pays, du reste, et c'est un des débats que nous avons, ont un autre système de fixation des normes sociales, et notamment des salaires et du salaire minimum. Comme la Suède, on est vraiment par la voie de la négociation collective. Donc, on va garantir, je pense, sinon on n'arrivera pas à voter une vraie directive sur le sujet, garantir que les États puissent établir ce salaire minimum selon les conditions qu'ils ont dans leurs États. Et donc, par exemple, ça peut être par la négociation collective. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il faudra qu'ils aient une ou l'autre modalité, mais qu'ils aient effectivement une notion de salaire minimum. C'est ce qui va être recommandé dans cette directive, qui ensuite passera en trilogue, en discussion avec le Conseil et la Commission. Mais justement, sur la négociation collective, comment convaincre ces pays-là d'y avoir recours, sachant qu'ils n'ont pas, vous l'avez dit, de salaire minimum dans la législation, et qu'ils ont aussi leur propre système de négociation qui peut-être
Et plus avantageux pour eux. Est-ce que ça va être suffisant pour les convaincre? Il y aura déjà des indicateurs, ce sera des obligations en termes de niveau, mais des indicateurs de couverture par la négociation collective, parce que c'est pas parce qu'on recourt à la négociation collective, aux accords collectifs, qu'il y en a suffisamment. Donc, une demande de cadre minimum européen pour qu'il y ait telle couverture en matière de négociation collective sur les salaires. C'est une première chose. Et puis, ils devront... ça va pas à l'encontre des traités européens, justement, ce fameux principe de subsidiarité? Non, les textes prévoient quand même un minimum de compétences avec l'article 153 qui est souvent décrit. Les traités en matière de droit, de matière sociale européenne, on est du moment qu'on n'est pas totalement, contraignant vis-à-vis des États membres, en leur disant, par exemple, vous devez établir un salaire minimum qui va être de 50% du salaire moyen. Ça, on ne pourra pas le faire parce que chacun doit le faire avec ses propres règles. Mais non, sinon la Commission, je pense, ne se serait pas lancée dans cet exercice. Justement, à propos de la Commission, le commissaire européen à l'emploi, donc Nicolas Schmit, a proposé un salaire minimum à 60% du salaire médian par pays. Je précise que le salaire médian, ce n'est pas le salaire moyen. Donc, avoir un taux de plancher applicable dans chaque pays, est-ce que ça peut être une solution pour vous? Ce serait en tout cas une indication, parce que là aussi, il y a un débat. Tout est dans la nuance de ce qui ressortira du texte. Donner une indication sans obliger complètement, c'est pas la même chose. Et c'est une indication qui vaut ce qu'elle vaut. Alors, de mon point de vue, il est très important de dire comment on établit ce salaire médian, parce que, ayant été DRH, directrice de ressources humaines dans des gros groupes, je sais très bien que c'est pas si aisé. Et on peut me faire dire aux chiffres beaucoup de choses. Donc en France, par exemple, on est déjà à 62% du salaire médian. Pareil pour le Portugal ou la Roumanie. Ça n'a pas supprimé pour autant les inégalités. C'est pas parce qu'on aura une directive et le fait de dire qu'on doit avoir un salaire minimum dans tous les États membres dans l'Union européenne qu'on va supprimer d'un coup les inégalités, ça c'est évident. Mais on sait aussi que quand on établit un salaire minimum, et d'ailleurs les Allemands l'ont fait assez récemment, ça monte dans la chaîne logique les salaires, l'ensemble des salaires. C'est ça aussi un effet vertueux. D'abord, de discuter des salaires, et pour les syndicats, c'est important qu'ils puissent en discuter avec les employeurs. Et ensuite, évidemment, ça remonte souvent, les salaires, ça oblige à se poser des bonnes questions. Par exemple, puisqu'on voit pour les femmes, elles sont concentrées à 56% des travailleurs au salaire minimum en Europe sont des femmes, 57%. On y vient justement. Voilà, et du coup, beaucoup dans les métiers de la santé, du care, des soins de la personne, dont on sait que c'est pourtant très important, et comme par hasard, parce que c'est assez féminin, c'est moins payé. Quand il y a du salaire minimum, c'est souvent le salaire minimum, et quand il n'y en a pas, ça peut être l'objet de déverrouillage de ces salaires. Justement, sur cette question-là, Sylvie Brunet, le 15 juin dernier, vous avez déclaré à propos de la directive sur le salaire minimum européen qu'il fallait faire de cet instrument, je cite, un outil de convergence sociale, notamment pour les femmes. Sylvie Brunet, concrètement, pourquoi et comment faut-il prendre en compte la dimension du genre sur les salaires minimaux ? Alors concrètement, le fait qu'on établisse le salaire minimum en faisant une fois de plus un véritable cadre, un cap, ça veut dire aussi qu'on n'a pas le droit d'être en dessous de ce salaire minimum. Et ça peut aussi inciter à plus de contrôles, notamment des inspections du travail. Parce qu'il n'y en a pas jusqu'à l'heure actuelle, il n'y en a pas assez des contrôles sur le terrain. Il n'y en a pas assez, on est d'accord. Mais vous voyez, c'est tout ce mouvement vertueux que ça peut impliquer. Et c'est important pour les femmes parce qu'il y a des métiers, je pense notamment aux emplois à domicile, garde d'enfants, garde de personnes âgées, où on le sait tous, il y a beaucoup d'emplois non déclarés. Bon. Et on sait aussi que quand on travaille plus sur ce salaire minimum, ces contrôles, on a aussi, c'est une manière de lutter contre le travail non déclaré. Malheureusement, les femmes étant souvent plus vulnérables ou à la tête de familles monoparentales, elles sont du coup conduites à accepter ce qui tombe. Et vous voyez, il y a quand même tout ce mouvement vertueux qu'il faut avoir. Et une fois de plus, ça oblige à réfléchir
au salaire qu'on donne pour un métier donné. Alors, bon, ça, j'ai beaucoup pratiqué en tant que DRH. Qu'est-ce qu'on rémunère en faisant attention à un certain nombre de stéréotypes qui ont tendance à mieux payer des métiers beaucoup plus masculins, et même quand il y a des femmes et des hommes dans certains métiers, à mieux payer des hommes que les femmes. Donc, ce salaire minimum, ça ne va pas tout révolutionner d'un coup, j'allais dire tout transformer et permettre de réduire les inégalités, y compris pour les femmes. Mais c'est un des éléments dans ce que nous avons qui peut conduire à un système plus vertueux et voilà, à augmenter le salaire minimum des femmes aussi. La transition est toute faite avec le prochain sujet, aider à promouvoir la participation des femmes dans le secteur des sciences, de la technologie, de l'ingénierie, des mathématiques. C'est ce qu'a proposé le Parlement européen le 10 juillet dernier lors de la séance plénière. Sylvie Brunet, comment vous expliquez que les femmes soient sous-représentées dans ces milieux-là ? Alors écoutez, bon, là aussi c'est des sujets sur lesquels j'ai beaucoup travaillé toute ma vie professionnelle. Dès l'éducation, dès l'école, on le sait, il y a beaucoup d'études sur ce sujet. Il y a déjà un déficit sur l'orientation des filles qui ont une vue très parcellaire, biaisée de ces métiers d'ingénieur ou d'informatique ou plus techniques, souvent véhiculés par effectivement des stéréotypes, les enseignants eux-mêmes, les familles. Et donc, prenez bien qu'on a un énorme travail déjà dès l'éducation, dès l'orientation scolaire. Et voilà, donc ça c'est déjà le premier point. Ensuite, il y a un gros besoin d'exemplarité, ce que j'appelle un peu des ambassadrices aussi de ces métiers. Alors quand on a des femmes qui ont réussi, il faut qu'elles viennent en parler aux autres. Et ça manque souvent aussi, cette image de femmes qui font de belles carrières dans l'informatique, parce qu'on tourne en rond. Comme il y a plus d'hommes, et bien, du coup, même des filles qui sont très fortes en mathématiques, moi j'ai enseigné en école de commerce, elles vont, le nombre de fois où au concours, j'ai vu des filles qui avaient eu 20 en maths et qui vont vers des métiers plutôt dans le commerce, dans le marketing, alors qu'elles auraient parfaitement pu aller plus tôt dans des métiers d'ingénieur, d'informatique dont on manque. Mais non, parce que non, c'est pas pour une femme, il n'y a que des hommes, ça va pas me convenir. Donc vous parlez de l'éducation, des clichés aussi. Dans le monde des technologies de l'information et des communications, dans l'Union européenne, seul un spécialiste sur 6 est une femme. Et encore dans ce domaine, la moitié des femmes quittent leur emploi avant 35 ans. Concrètement, Sylvie Brunet, quelles sont les actions ciblées que l'Europe devrait mettre en place pour faire tomber justement ces barrières qui se dressent sur le chemin des filles ? Alors déjà, y compris dans le cadre du plan de relance, on travaille beaucoup sur les compétences digitales et on prévoit quand même des budgets en termes de fonds social européens à dédier plus spécifiquement à la formation en digital et bien évidemment en l'orientant aussi plus sur les femmes chaque fois qu'on pourra. Donc on ne peut aujourd'hui qu'inviter les États membres à être très proactifs et innovants. Après, ça passe aussi beaucoup par des initiatives dans chaque État membre. Alors moi, je suis en train de travailler d'ailleurs sur une initiative de Steve chez moi à Marseille, où on va former une trentaine de jeunes filles en mission locale. Donc c'est plutôt des jeunes filles issues de milieux défavorisés, sans emploi, sans formation, à avoir une formation en numérique, en codage, certifiés. Aujourd'hui, on n'a que 1% de filles, on a 25 000 jeunes suivis dans cette mission locale, on n'a que 1% de filles qui vont dans ces formations. Donc on est en train de monter une promotion avec l'aide de fonds européens, d'ailleurs en partie, issus du plan de relance, aussi des fonds publics et des fondations de grandes entreprises qui poussent à ça et qui veulent amener des filles aussi à ces métiers. Donc il y a beaucoup plus de débouchés en plus. Une dernière question, Sylvie Brunet, sur le sujet. Quand on regarde les moyennes africaines de ces secteurs, notamment en Algérie, c'est 49% des femmes ingénieurs. Bénin, c'est 55%, donc on est bien au-dessus des moyennes européennes. Comment vous expliquez une telle différence ?
c'est formidable déjà de noter ça. Eh bien, ça prouve peut-être qu'il y a moins de stéréotypes dans certains pays et que nous-mêmes, nous avons des stéréotypes en pensant que en Afrique, les femmes sont moins bien traitées. Mais c'est pas faux. Moi, j'avais beaucoup d'étudiants, y compris dans des domaines comme l'enseignement, qui allaient vers l'enseignement dans les nouvelles technologies et l'informatique, en provenance de Tunisie, du Maroc. Il y avait beaucoup de filles. Je pense que peut-être qu'il faut regarder l'éducation au départ. Et les filles réussissent bien aussi dans ces pays. Donc vous dites qu'il y a un frein culturel qui persiste plutôt dans les entreprises européennes qu'ailleurs dans le monde, si je comprends bien. Dans les systèmes de pouvoir, peut-être aussi, parce que finalement, dans les entreprises, aujourd'hui, on n'a encore pas assez de femmes dans la gouvernance. On a beaucoup d'hommes dans les fonctions d'ingénieurs, les fonctions techniques, les fonctions les mieux rémunérées, qui sont plus souvent dans ces écoles. Et les filles réussissent bien dans d'autres pays, effectivement, comme l'Afrique. Et elles ont la chance aussi de pouvoir avoir des belles opportunités chez elles. Alors que chez nous, c'est souvent trusté aussi par les garçons et les hommes. Donc, il y a moins de débouchés parfois aussi en termes d'opportunités. Parce qu'il y a peut-être plus de stéréotypes finalement, contrairement à ce qu'on pourrait croire. C'est un grand débat. Merci Sylvie Brunet. Je rappelle que vous êtes députée européenne, vice-présidente du groupe parlementaire Renew Europe. Merci d'avoir été avec nous en direct. Au revoir. Et on se retrouve dans quelques instants pour la revue de presse européenne. Restez avec nous.